On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, était devant les gens d'affaires, devant la Chambre de commerce mardi midi. Il a exprimé sa vision de l'économie, mais aussi on va aborder d'autres sujets. On sait que le dernier conseil de ville a été âprement difficile pour le maire. Il a perdu 2 votes, s'est fait un peu barrer la route par le conseiller Yvan Berthelot et d'autres membres de l'équipe Fecteau également, et des votes un peu parsemés de la part des indépendants. Il y avait le code d'éthique, mais il y avait aussi les terrains de golf. Et bien sûr, on va regarder la réaction du maire Alain Laplante. Le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, a présenté mardi midi sa vision économique pour le développement de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était le premier dîner, le premier discours devant la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. C'est devenu aussi une tradition au fil des ans. Gilles Delbecq, Michel Fecteau et maintenant Alain Laplante poursuivent cette tradition. Il est avec nous. Alain Laplante, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. C'était un moment attendu. Est-ce que vous-même, est-ce qu'il y avait certaines appréhensions? On sait que c'est peut-être pas la clientèle qui est, disons, la plus... qui va nécessairement de pair avec le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce qu'il y avait certaines appréhensions? Non, pas du tout. Puis sérieusement, je suis bien accueilli vraiment partout où je vais. Encore ce midi, les gens, en tout cas, du moins, semblaient contents de me rencontrer. Puis on a eu effectivement un très bon dîner. Près de 250 personnes ont participé donc, au dîner de la Chambre de commerce. Donc, une belle organisation, comme d'habitude, là, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Donc, j'étais bien content. Est-ce que vous avez senti une certaine nervosité ou curiosité de la part des gens d'affaires? Bien, peut-être, oui. C'est peut-être pour ça qui explique le succès du dîner ce midi. Mais et tout le long de mon discours, les gens ont été très attentifs, là. Donc, ça a duré peut-être une trentaine de minutes. Donc, non, ça s'est bien déroulé. Évidemment, quand on accepte de participer à un événement comme celui-là, on doit, à un certain moment, évidemment, préparer le discours. Bon, on peut se faire aider aussi, mais ultimement, c'est la vision. Puis là, il faut la coucher sur papier. Même à la limite, ça permet parfois de prendre les idées qu'on a en tête, puis même de les écrire et de les expliquer correctement. Quel était le message que vous souhaitiez passer? J'ai passé beaucoup de messages ce midi destinés à une multitude de personnes. Il faut comprendre que, oui, bien, j'ai préparé le discours avec mon chef de cabinet, évidemment, mais ce discours-là, on le travaille depuis des semaines. Depuis mon arrivée, à vrai dire, je me suis affairé dès le lendemain de mon élection à faire des visites d'entreprise, rencontrer les gens d'affaires, j'ai rencontré les jeunes, les travailleurs autonomes, j'ai rencontré la jeune chambre de commerce, la chambre de commerce, donc le comité industriel. Donc, j'ai multiplié les rencontres. Les partenaires, évidemment, le Centre d'aide aux entreprises, le CLD, le Conseil économique, etc. Donc, c'est suite à ces nombreuses rencontres, les différents constats qu'on a faits, qu'on a essayé justement d'articuler la vision, puis nos valeurs, évidemment, les valeurs qui sont les miennes, qui sont celles de l'équipe Alain Laplante. Donc, on a tout mis ça ensemble, puis on a présenté ma vision pour l'avenir économique de la ville de Saint-Jean. Bon. Et c'est quoi la vision d'Alain Laplante en termes de développement? Parce que soit vos adversaires ou les gens avec qui vous avez peut-être moins de familiarité disaient « Hey, si Alain Laplante devient maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va être difficile parce que là, les gens d'affaires, c'est pas un fit naturel, etc., etc. » Donc, c'est quoi la vision d'Alain Laplante en matière de développement économique? Premièrement, je souhaite d'améliorer, de revoir l'organisation, l'approche que nous travaillons, que nous organisons notre développement économique. On est on est de nombreux intervenants qui agissent. Il y a évidemment la Ville de Saint-Jean qui a plusieurs portes d'entrée via son bureau de développement économique ou via son bureau de développement d'urbanisme. On a la Chambre de commerce qui fait du travail pour travailler, aider, supporter nos industriels, nos commerçants. Évidemment, il y a la Société de développement qui travaille au Vieux-Saint-Jean. On a le Centre d'aide aux entreprises qui fait du prêt. On a les travailleurs autonomes qui font du réseautage. On a aussi de l'incubation. On fait de l'incubation via un autre organisme. Il y a d'autres... Le Cégep contribue. Donc, on est de nombreux... Beaucoup d'intervenants. Nos députés, évidemment, qui travaillent aussi, qui mettent l'épaule à la roue. Donc, mon premier constat, c'est qu'on est peut-être beaucoup d'intervenants et puis chacun travaille peut-être un peu trop en silo et on aurait tout avantage à mieux synchroniser puis à travailler en collaboration.
Un bon exemple de ça, c'est la vision, puis l'intention, puis on sent une réelle volonté c'est pas mal unanime auprès de l'ensemble des intervenants, de positionner la région du Haut-Richelieu comme étant un pôle d'innovation au niveau de la sécurité, un pôle d'innovation en sécurité. Et on avait le Cégep qui travaillait sur un projet, on avait le Conseil économique sur un autre, le député Rioux avec son équipe travaillait aussi sur un projet. Premier constat, on peut-tu s'asseoir tout le monde ensemble, aligner nos flûtes, parler d'une même voix avec des mêmes terminologies et travailler à concrétiser finalement cette idée-là de faire de Saint-Jean un pôle en innovation en sécurité. Comment on réussit à prendre des gens de divers organismes qui n'ont peut-être pas aussi tous les mêmes mandats, les mêmes objectifs, puis les faire travailler ensemble? Souvent, la fameuse expression « Ah, ça nous prend un guichet unique, OK, mais c'est quoi ça, un guichet unique? Puis ça marche comment? Ça fonctionne comment? Qui dirige ça? Comment on fait pour rassembler des gens? » L'idée, c'est que peu importe quelle porte un investisseur ou un entrepreneur va prendre, qui appelle le Centre d'aide aux entreprises ou qui appelle la Ville ou qui appelle la Chambre de commerce ou peu importe, ou le Conseil économique, rapidement, cet entrepreneur-là soit pris en charge, soit accompagné dans ses démarches et soit tout de suite mis sur la bonne track. Et qu'on puisse répondre rapidement et efficacement à ces demandes, à ces questions. Donc, pour ça, évidemment, il faut que l'ensemble on soit bien arrimés les uns avec les autres, que les rôles de chacun soient bien définis et qu'on puisse justement être efficace, puis qu'on ne perde pas de temps finalement, puis qu'on tienne tous le même langage, puis qu'on soit efficace dans nos actions. Puis, évidemment, on a besoin d'un leader. On est de nombreuses organisations. Et à mon avis, la Ville de Saint-Jean doit assumer du leadership dans ce processus-là. La Ville de Saint-Jean, c'est un pôle important, c'est le chef-lieu de la région du Haut-Richelieu. C'est 80 du PIB, 80 plus de 80 de la population. Saint-Jean-sur-Richelieu doit prendre en main, doit assumer du leadership dans son développement industriel, dans son développement commercial, dans son développement touristique. Bon. Êtes-vous à l'aise à ce que la structure actuelle du Conseil économique relève de la MRC, mais en même temps, Saint-Jean, c'est aussi 80 de la MRC? Est-ce que ça, pour vous, c'est une structure qui est efficace? Effectivement, c'était une problématique qu'on a dû adresser. La municipalité paye 80 du budget du Conseil économique, mais le Conseil économique n'est pas redevable. Même chose pour le tourisme. Il n'est pas redevable, il n'est pas imputable vis-à-vis de la municipalité, mais vis-à-vis de la MRC. Oui, bon, je sais. Mais vous êtes majoritaire à la MRC, en population. Oui, mais la reddition de comptes ne se fait pas au niveau de la municipalité. C'est pas direct. Pas direct. Donc, comment on adresse cette problématique-là? Évidemment, au niveau du Conseil économique, pour parler de cet exemple-là en particulier, c'est la MRC qui détermine qui sont administrateurs sur le Conseil économique. Donc, lors de la dernière réunion de la MRC, j'ai pris l'initiative de proposer justement des administrateurs. Et évidemment, je siège en tant que maire de la municipalité. Au Conseil économique. Au Conseil économique. Donc, on est 3 élus de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Charbonneau, Claire Charbonneau, et M. Marco Savard et moi siégeons sur le conseil d'administration du Conseil économique dorénavant depuis la semaine passée. Bon, et là, d'ailleurs, vous avez salué donc la nouvelle présidente du Conseil économique parce qu'on sait René Bouchard a remis sa démission. Et donc là, vous en avez fait la recommandation à la MRC qui, ultimement, a entériné cette nomination? Exactement. Et puis ensuite, le conseil d'administration a identifié Mme Véronique Touga de Cambly comme présidente, donc qui amène tout un nouveau dynamisme. Et ça, vous êtes à l'aise avec cette nomination-là? Oui, d'ailleurs, c'est moi qui ai proposé son nom. Donc, elle amène un vent de fraîcheur, une nouveauté, dynamisme. C'est une femme très, très dynamique qui a un beau succès d'affaires. Bon, très souvent, et des fois, j'ai l'impression qu'on se répète un peu, mais même sous Michel Fecteau, sous Gilles Dolbec, mais même à l'époque de Miroslav Smereka, je ne sais pas si c'était généralisé, mais on disait « Ah, c'est donc bien compliqué faire des affaires à Saint-Jean. » Bon, c'est quelque chose qu'on a galvaudé avec le temps. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Peut-être. Et c'était même avant que la ville fusionne, ceci dit. Là. Et là, on est quelques années plus tard. Est-ce que c'est compliqué de faire des affaires ou c'est pas vraiment vrai dans les faits? Bien, que ce soit vrai ou pas vrai, dans le fond, ce qui importe, c'est la perception des gens, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Puis même que c'était dans le diagnostic là, de la planification stratégique
2016-2026. C'était un constat, c'était un diagnostic. C'était difficile de faire affaire d'un point de vue administratif avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, que ce soit un problème de perception ou non, le problème reste entier. Donc, je pense qu'on doit travailler à corriger cette perception-là et s'assurer que les gens n'aient pas ce sentiment-là que c'est difficile. Mais de toute façon, à partir du moment que les gens ont le sentiment que c'est difficile de faire affaire avec notre municipalité, on a un problème. Bon. Poursuivons toujours dans cette logique de développement économique. On le sait, il y a un enjeu là, qui va venir à l'ordre du jour prochainement, en fait, qu'il est toujours, c'est celui de l'aéroport municipal. Et même à cela, on pourrait dire aussi Festival de Montgolfière, parce que le festival est sur le site de l'aéroport. Quelle est votre vision de l'aéroport? On le sait que oui, il y a une problématique de bruit. Il y a un dérangement pour certains citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien. Il y a le problème des écoles de pilotage ou celui des hélicoptères qui font déposer des collets. Mais croyez-vous encore sincèrement que l'aéroport a un potentiel de développement économique ou si on devrait tout raser ça et rendre ces pieds carrés-là disponibles carrément pour du développement industriel? L'aéroport a définitivement un potentiel de développement économique, mais comme je disais en campagne électorale, ce développement-là ne doit pas s'effectuer au détriment de la qualité de vie des citoyens. Le problème de bruit que vous décriviez, les écoles de pilotage, les hélicoptères, etc., c'est un réel problème. Ce que les citoyens vivent dans les quartiers limitrophes, ils vivent un réel calvaire. Donc, on ne peut pas ignorer cette réalité-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est que travaillons à développer l'aéroport, mais en respectant, en cherchant à diminuer les irritants. Et c'est pourquoi il y a un comité qui a été mis en place par la municipalité pour proposer des mesures d'atténuation du bruit. Donc ça, on souhaite dès cet été déjà mettre en place des mesures d'atténuation. Mais donc, pour vous, fermer l'aéroport, ce n'est pas une option? Bien, moi, je ne suis pas fermé à aucune des options. Donc, oui... Même celle de fermer l'aéroport? Bien, je ne peux pas prendre cette décision-là seul. Ce que je dis, c'est qu'il faut se préoccuper de la façon qu'on développe notre aéroport. Puis il y a aussi toute une autre problématique qui est la disponibilité de nos terrains industriels. Oui. Donc, on arrive à la fin, il nous reste peu de terrains industriels. Ceux qui nous restent sont un petit peu éparpillés sur le territoire. Oui. Donc, la municipalité, comme vous savez, a entrepris une procédure pour faire un changement de zonage auprès de la terre agricole qui est aux abords de l'autoroute 35, à côté de l'usine d'épuration. La municipalité s'est vue refuser par la CPTAQ, la Commission de protection de terres agricoles, le dézonage de ce terrain-là. On a décidé, juste avant les fêtes, d'aller en appel de cette décision-là. Et là, on attend une décision. Donc, évidemment, ce que je disais ce midi devant la Chambre de commerce, on ne peut pas s'en remettre à une décision d'un tribunal administratif pour le développement, pour le futur industriel de notre municipalité. Donc, à partir du moment qu'on doit envisager d'autres options, bon, quelles sont-ils, ces autres options-là? Évidemment, on peut travailler à développer les derniers terrains. Il y a quelques terrains qui nous restent à Iberville. On peut travailler à densifier nos parcs industriels actuels. Ça, d'ailleurs, c'est une des visions que je présentais ce midi. On devrait travailler davantage à supporter nos entreprises locales. On a une entreprise qui est implantée ici, qui est à 120 employés. Ils veulent monter à 300. Bon, on peut travailler à augmenter le nombre de travailleurs au pied carré dans cette entreprise-là, la faire monter, la faire élargir. Donc, on peut densifier nos parcs industriels. Et troisième option, j'arrive à l'aéroport, il y a un potentiel de développement industriel léger sur le site de l'aéroport. Donc, c'est une option qu'on ne peut pas se permettre de ne pas envisager. On recevait en entrevue il y a quelques jours André Lafrance, qui est un des utilisateurs de l'aéroport que vous avez rencontré en privé. Bon, eux, évidemment, leur prétention, c'est de dire si la ville veut atténuer le bruit, deux choses l'une. Premièrement, il faudrait ouvrir en permanence les 3 pistes. On sait que l'hiver, il y a une piste de fermée par souci d'économie, mais que durant l'été, on ferme une, puis même 2 pistes quand le festival commence à s'installer avec les chapiteaux. Et la prétention de M. Lafrance, c'est de dire que si le trafic aérien était réparti sur les 3 pistes, que ça serait beaucoup moins problématique pour les citoyens. Et il a raison. Oui. Il a raison. L'hiver, la problématique est moins criante, évidemment, parce que tout le monde est dans la maison, les fenêtres sont fermées. Puis l'été, une des problématiques importantes, c'est que le Festival des Montgolfières, oui, il dure 9 jours, mais l'installation puis la désinstallation de ce site-là nous prend environ 3 mois. Donc, c'est 3 mois de l'année on ferme 2 pistes et que toutes les activités, tous les déplacements... Et donc, pour vous, l'ouverture des 3 pistes en permanence durant l'été pourrait donner... fait partie, mais ça implique
Le déménagement du déménagement festival. de Bon. Montgolfière. Et là, à ce propos-là, M. Lafranche, je ne sais pas s'il a bien rapporté vos propos, mais il disait que privément, vous lui auriez dit votre intention de peut-être, oui, déménager le festival dans le Vieux-Saint-Jean, peut-être pas cette année, mais peut-être en août 2019. Est-ce que c'est exact de penser que le festival pourrait déménager dans le centre-ville? Bon, j'aimerais peut-être une petite nuance par rapport à ça. J'ai annoncé aussi ce midi devant la Chambre de commerce la création d'un comité de réflexion sur les événements. les événements à Saint-Jean-sur-Richelieu. On dépense plusieurs milliers de dollars, là, tout près de peut-être 1,5 million de dollars par année pour l'organisation de nos différents événements, incluant le Festival des Montgolfières. Bon, là, le comité a pour mandat de réfléchir à est-ce que nous pourrions, avec les sommes importantes qu'on a investies, qu'on met déjà sur la table, est-ce qu'on pourrait essayer de travailler à attirer davantage de retombées économiques sur la municipalité? Est-ce qu'on pourrait faire plus de chemin avec l'argent qu'on met déjà sur la table? Est-ce qu'on pourrait repenser notre festival des Montgolfières qui maintenant arrive cette année à son 35e anniversaire, un élément de fierté, un élément qui amène un rayonnement pour la municipalité de Saint-Jean, mais qui a rencontré des difficultés financières au cours des dernières années. Oui, à cause de la météo, mais c'est les commandites aussi. À chaque année. Donc, est-ce qu'on pourrait travailler à une formule où on serait moins assujetti ou moins à risque relativement à la météo? L'événement, on jase, mais l'événement pourrait, au lieu d'être 9 jours, pourrait durer 21 jours, plus de jours. Les spectacles ne sont pas nécessairement obligés de se tenir sur le site de l'aéroport. Les envolées non plus. Dès le matin, on a des envolées qui sont sur différents parcs de la municipalité. Donc, pouvons-nous réfléchir à l'avenir de notre Festival des Montgolfières et en même temps, réfléchir à son emplacement. Certaines activités pourraient avoir lieu sur le site de l'aéroport, d'autres plus. Donc, mais il n'y a pas de décision, comme je vous dis. On est vraiment à l'étape de Il y a des réflexion. options sur la table et ça fait partie de celle-ci. Parce Exactement. que si d'un côté, vous rouvrez les pistes en permanence, bien forcément, il faut que le festival s'installe ailleurs. Bien, je vous dirais qu'on va plus prendre la décision à l'inverse. On va d'abord décider ce qu'on fait avec le Festival des Montgolfières. Puis ensuite, si le festival ou le festival peut-être peut s'installer plus rapidement, il faut voir le type d'installation qu'on souhaite avoir sur le site. Donc, tout ça, voyons d'abord ce qu'on va faire avec le Festival des Montgolfières, puis ensuite, on verra quelle plage horaire on peut donner justement pour l'ouverture des pistes. Puis c'est évident que plus on permettra ou on raccourcira le temps où les pistes sont fermées, bien, moins il y aura d'irritants sonores pour le voisinage. Bon, vous êtes un maire plus jeune, un maire qui est davantage tourné vers la consultation. On le sait, on parlait de vision économique, mais il y a aussi le développement durable, préserver la qualité de vie des citoyens. Il y a évidemment l'avenir des golfs, on le sait, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Il y a eu, à l'occasion du dernier conseil, le conseiller Berthelot qui a passé une résolution pour mettre sur place un comité de consultation, un comité, dans le fond, pour l'avenir des golfs, pour étudier l'avenir des golfs. Vous vous êtes insurgé contre cette résolution-là, vous avez même appliqué votre veto. Il y avait 2 conseillers d'absents, mais si les 2 conseillers qui reviennent votent chacun de leur côté, on va arriver à peu près au même résultat. Est-ce que vous pensez que certains conseillers pourraient changer d'idée par rapport à ça? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la résolution apportée par Yvan Berthelot? J'ose l'espérer que le conseil municipal ne donnera pas son aval à cette résolution-là. Effectivement, je me suis insurgé contre cette résolution-là. J'ai exercé mon droit de veto, ce qui fait en sorte que la résolution est suspendue et la résolution est ramenée telle quelle à la prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance, c'est le 12 mars prochain. Donc, dès l'ouverture de la prochaine séance du Conseil, le Conseil municipal devra voter à nouveau la résolution. Et là, si la résolution est adoptée, à ce moment-là, elle prendra effet. Ce qui me fatiguait dans cette résolution-là, c'est que sous le sceau d'une pseudo-consultation, on vient déjà, dans cette résolution-là, donner un peu l'orientation de la décision. C'est comme si le conseil municipal décidait que nous allons changer le zonage des golfs. La résolution dit qu'il faut tenir compte de la rentabilité financière ou des états financiers des entreprises privées, des terrains de golf.
La résolution fait aussi référence à l'utilisation des outils d'urbanisme tels le PPU, le plan particulier d'urbanisme, pour permettre ce changement de zonage-là. Ça veut dire là, que le conseil municipal veut aller contre la volonté des citoyens, faire abstraction de l'approbation des citoyens avoisinants et leur foutre ça dans la gueule. Donc, moi, je suis désolé, mais ce n'est pas de cette façon-là que je veux faire de la politique. Effectivement, je pense que le conseil municipal doit travailler en collaboration, en symbiose avec la population. Et c'est pour ça que le conseil municipal a mis sur pied un comité de relations citoyennes dans le but de revoir la façon qu'on traite nos dossiers et de revoir la relation que nous avons avec nos citoyens. Quelle est votre propre vision de l'avenir des golfs? Et surtout Saint-Luc, là, dans le cas de la mairie, là, qui est un ancien golf, les 9 trous, mais dans le cas même des légendes, où on le sait, il y a un projet. Dans le cas à Saint-Eugène, ça semble un peu moins problématique, quoi qu'il y ait un projet peut-être de vendre une parcelle de terrain pour enflouer les coffres du déficit accumulé. Mais quelle est votre propre vision de l'avenir de ces terrains de golf? C'est ce qui est bien dans la consultation, c'est que on peut avoir chacun nos visions, mais l'idée, c'est pas... c'est un peu comme ça qu'on procédait dans le passé. Le conseil municipal statuait sur une décision et ensuite allait consulter les citoyens après que la décision était prise. Donc, l'idée de la consultation... C'est le chemin inverse. C'est le chemin inverse. Pouvons-nous, dans un premier temps, aller voir les citoyens... Ce qu'ils en pensent. Voir ce qu'ils en pensent, mettre les projets sur la table, écouter ce que les gens ont à dire, faire évoluer les projets individuellement en tenant compte des préoccupations des citoyennes et des citoyens. Et lorsque le projet est mature, est mûr, est tenu compte, on généré une certaine acceptabilité sociale, bien là, le conseil municipal peut entreprendre des processus pour changer le zonage. Puis savez-vous quoi? Les projets risquent davantage d'avoir du succès en fonctionnant de cette façon-là. Mais évidemment, quelle est l'opinion d'Alain Laplante? Parce que durant la campagne électorale de mémoire, vous disiez les terrains de golf, évidemment, vous souhaitiez les préserver, à la limite même que la Ville peut-être se porte acquéreur de ces terrains-là pour les préserver. Est-ce que vous êtes encore dans cette Moi, c'était ma ligne. J'ai effectivement pris position claire à cet effet de protéger l'intégralité de nos terrains de golf. Mais j'ai aussi dit, durant la campagne électorale, que nous devions placer le citoyen au cœur des décisions. Donc, si M. Berthelot me demande de choisir entre les promoteurs et les citoyens, la décision est facile à prendre. Je vais toujours choisir le côté des citoyens. Mais si les promoteurs souhaitent obtenir des changements de zonage, présentent leurs projets de façon transparente, sont à l'écoute des citoyens, ils vont chercher l'appui des citoyens. Si les citoyens appuient donc, les pour projets... vous, le fardeau, il repose sur les promoteurs et non pas à la Ville de vendre le projet. Bien, tout à fait. Ici, on parle des terrains de golf. Les promoteurs là, ne peuvent pas effectuer de développement résidentiel. Le zonage ne permet pas. Ce que les promoteurs sont propriétaires de terrains de golf. Ouais. Donc, là, ce qu'eux nous demandent, les terrains de golf, les valeurs marchandes sont très basses. Ils sont exonérés de taxes, ils payent très peu de taxes municipales. C'est sûr que le lendemain matin que la municipalité a changé le zonage du terrain de golf, la valeur de ces terrains-là vient exploser. Donc, les terrains qui valaient rien vont valoir des millions de dollars. Je comprends l'intérêt des promoteurs, là. Mais moi, pour qui je travaille? Je travaille pour les promoteurs ou je travaille pour les citoyens? Oui, les projets peuvent être fiscalement rentables au niveau de la municipalité. Pour augmenter les revenus de la Mais Ville. encore là, il faut voir de quel type de développement qu'on veut effectuer. Parce que les développements résidentiels, si on attire des gens qui vont travailler à Montréal, ils viennent dépenser à Brossard et qui viennent demander des services de natation, de transport en commun, déneigement, des bibliothèques, services de loisirs, etc., plus de temps de glace dans nos arénas. Finalement, c'est quoi la rentabilité financière, fiscalement parlant, pour la municipalité? Bon. En terminant, il nous reste une minute, éthique. Vous avez tenté de passer une résolution pour hausser d'un cran le code d'éthique des élus. Vous avez été battu sur cette résolution-là. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire au juste? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté l'ensemble des codes d'éthique des municipalités avoisinantes du Québec. Et puis, j'ai rassemblé les bonnes pratiques ou les bonnes idées que j'ai trouvées un peu partout. Et je les ai rassemblées dans le code d'éthique de la Ville de Saint-Jean, dans le but que Saint-Jean devienne un exemple au niveau du code d'éthique.
Malheureusement, ça n'a pas été la volonté du conseil municipal et Mais même certains conseillers ou conseillères comme Mélanie Dufresne semblaient trop sévères, semblait qu'on allait trop loin dans les restrictions. Comment on peut être trop sévère au niveau de l'éthique? J'ai de la difficulté à comprendre. Là. Donc, regardez, moi, évidemment, je n'ai pas voté contre le code d'éthique allégé. Ce que j'aurais souhaité, c'est que le code d'éthique rehaussé soit adopté par le conseil municipal. Ce ne fut pas la volonté des membres du conseil. En terminant, pensez-vous que l'harmonie va peut-être régner sur ce conseil-là ou si la dernière assemblée est malheureusement à l'image de ce qui s'en vient? Malheureusement, les conseillers de l'ancienne administration font du blocage systématique. Ce n'est pas acceptable au niveau municipal que les décisions soient prises en fonction d'une ligne de parti. Moi, ce que je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Je ne demande même pas aux membres de mon parti d'être d'accord avec moi. Par contre, je demande que les élus travaillent, étudient les projets en fonction de leur mérite et travaillent de bonne foi au lieu de faire du blocage. Souvent, dans le passé, on m'a traité de plusieurs noms, là, mais jamais mon action politique a eu pour objectif de venir bloquer la ville de Saint-Jean. Donc, j'ose espérer que dans le futur, puis ma porte va toujours rester ouverte, là, si les conseillers veulent travailler dans l'intérêt des citoyens, ils veulent travailler avec moi, ça va me faire plaisir de le faire. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous au retour. Conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on reçoit un chorégraphe en or. Oui, Samuel Chouinard, chorégraphe de Tessa Virtue et Scott Moyer. Comme le dit si bien Alain Goldberg, ça va glisser. Vous l'accélérez aussi. Oh. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On entre dans la saison des nids de poules. Si vous en détectez, vous pouvez les signaler à votre municipalité. On vous a indiqué à l'écran l'adresse Internet, le lien, l'URL pour vous rendre directement pour dénoncer ces fameux nids de poules. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux de l'Hôtel de Ville, le Conseil de Ville, donc l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé Bingo avec 4 000 $ en prix. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.